Vous savez, je me souviens encore de l'époque, je suis assez vieux pour ça, de l'époque où les calculatrices étaient interdites dans les écoles. On se disait, ah non, 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 ne venez pas avec les calculateurs, s'il vous plaît. Oh, faut apprendre à calculer comme ça, ouais, pas dans vos têtes. Puis aujourd'hui, bon, personne ne va interdire les calculatrices dans les classes, ou en tout cas, c'est plutôt obsolète d'essayer de le faire. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas interdire aux enfants d'être différents par rapport à notre génération. Oui, ils vont grandir dans un monde où les systèmes d'IA génératifs sont déjà partout et vont être encore plus partout. Et ben, il faut apprendre aux enfants de travailler avec ces systèmes-là, jouer avec, formuler des requêtes, donc former les enfants à travailler de manière intelligente, intéressante, utile avec ces systèmes-là et surtout n'interdisez pas. La première solution, entre guillemets, bien sûr, parce que ça n'est pas vraiment une, tous les professeurs devraient, et je pense que tous les professeurs ont déjà commencé à réfléchir sur le changement de pratique. Peut-être moins de devoirs à la maison, plus de travail en classe, plus de demandes d'opinion personnelle que la machine ne peut pas donner à la place d'élèves, etc., etc. Quand l'élève délègue complètement sa tâche à la machine, ça n'est pas bon. C'est vraiment répréhensible. Mais quand l'élève travaille avec la machine, eh ben pourquoi pas. Si l'élève fait un premier brouillon, il dit à la machine, bah voilà mon brouillon, mais est-ce que tu peux me critiquer ça? Peut-être qu'il y a une manière de réécrire ça un peu mieux. Est-ce que c'est bien structuré? Tu peux me suggérer des améliorations? Pourquoi pas, hein. Ça, c'est vraiment pour moi le bon mode de travail avec les systèmes d'IA génératifs. Donc plutôt que d'interdire, non, je suis absolument contre les interdictions. Il faut apprendre aux élèves de travailler de manière intéressante, utile et intelligente avec les systèmes d'IA génératifs. On n'a pas attendu les actes pour mettre des systèmes d'intelligence artificielle dans l'éducation. Ce qui est difficile ici et différent, c'est que nous sommes devant des systèmes non souverains qui ne sont pas du tout localisés en France, hein, très souvent accessibles sur Internet, et qui sont opaques. Alors du coup, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire des petits modèles en France qui ne sont peut-être pas aussi puissants que ChatGPT, mais qui sont quand même beaucoup plus transparents, qui sont entraînés avec des corpus de données ouverts, bien contrôlés. On sait exactement ce qui est allé dedans, donc on peut mesurer les biais, on peut éviter la discrimination, etc., etc. Est-ce que ça a réussi? Bon, c'est en cours. Il y a des exemples où ça marche et des exemples où ça marche moins bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un code en filigrane? Dans la nouvelle loi promulguée par l'Union européenne le 12 août 2024, qui s'appelle l'IA Act, il y a quelque chose qui s'appelle le considérant 177 qui dit, je paraphrase, il y a un principe éthique nouveau. Un contenu généré par un système d'IA et un contenu fabriqué par un être humain devraient rester distinguables. Il faut mettre dans les contenus générés par les systèmes d'IA des codes invisibles à l'œil nu, hein, donc vous n'allez pas les voir facilement, mais qui peuvent être lus par la machine. Alors ces codes en filigrane marchent plutôt bien pour les images, justement, pour le son et pour les vidéos. Mais on peut démontrer même mathématiquement qu'il n'est pas possible de mettre des codes en filigrane qui marchent dans 100% des cas dans le texte. L'espoir que j'ai, c'est qu'à partir de l'année prochaine, l'éducation nationale pourra quand même mettre à la disposition des professeurs des outils de détection de ces codes en filigrane qui vont devenir obligatoires à l'été 2025.